Bonjour à tous, bienvenue sur Famille électrique. Et oui, c'est un format un peu particulier là que je vous propose. Ça va me permettre de m'entraîner pour éventuellement faire des lives courant 2025. Je vous en reparlerai. Là, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Le titre est bien indiqué à l'écran. C'est en fait, j'ai réfléchi à remplacer mon véhicule donc actuel qui est la Tesla Model 3 propulsion 2022 et voilà je vais vous expliquer donc quels ont été les modèles sur lesquels je me suis penché, quels ont été mes critères et puis dans une prochaine vidéo je vous dévoilerai quel véhicule j'ai finalement choisi. Écoutez, on va y aller. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez déjà avoir la réponse à cette question. On est aujourd'hui à peu près 5500 environ, donc en cette fin 2024. J'espère que l'année 2025 sera encore meilleure avec peut-être 10 000 abonnés avant l'été, ça serait chouette. Voilà, donc merci, on va commencer tout de suite. Alors au niveau de mes critères, donc, je cherche essentiellement un SUV avec du confort, une autonomie qui soit minimum de 500 km WLTP. Mon budget, parce que ça c'est quand même un critère important, doit rester sous les 500 € par mois avec un petit apport possible de ma part sur 3 ou 4 ans. Maintenant je peux passer sur 4 ans puisque je suis rassuré par l'électrique, donc il n'y a aucun souci. Puisque je vais rechercher à reprendre une LOA. Je trouve que c'est un mode intéressant de possession entre guillemets, puisque même s'il y a des avancées technologiques dans les 3 ou 4 ans à venir, de toute façon je rendrai le véhicule et je n'aurai pas perdu trop d'argent donc avec un véhicule qui serait complètement obsolète. Et Dieu sait, si vous suivez cette chaîne, vous le savez, les technologies notamment en matière de batterie, mais pas que, aussi au niveau des motorisations, sont en train de beaucoup évoluer et avancer dans le sens du progrès. D'autres critères, donc les critères de dimension. Je voulais un coffre suffisamment grand pour partir en vacances, puisque nous on part en vacances très souvent, en tout cas on part en vacances avec les enfants. On a 2 enfants, un ado de 14 ans et une petite de 7 ans. Et donc tout ça, ça prend de la place. Donc un coffre plutôt sympa, si possible en conservant un frunk. Donc voilà, ça c'est les critères que je me fixe au départ en termes de dimension, de beau volume aussi à l'intérieur. Ça c'est important aussi pour moi. Je vous ai parlé de la batterie. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une autonomie qui soit au minimum de 500 km aux normes WLTP, sachant que c'est pas du tout ce que vous arriverez à faire en termes de kilométrage si vous empruntez notamment l'autoroute. Et puis surtout une recharge qui soit rapide, que je sois pas sur la route des vacances à attendre 30-40 minutes pour recharger un véhicule, pour faire un 20-80% ou un 10-80%. Voilà, donc la vitesse de recharge, ça c'est un critère qui sera important. Ensuite, donc en termes de performance, moi j'ai une conduite plutôt tranquille, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un véhicule qui soit ultra puissant. Ce que je veux, c'est de la reprise suffisamment pour pouvoir dépasser en toute sécurité. C'est tout ce dont j'ai besoin. Au niveau du confort, là je suis assez intransigeant là-dessus. La Model 3 est limite au niveau du confort. En tout cas pas moins que ça. Je veux pas moins que ça, puisque il y a de beaux sièges, etc. Mais c'est quand même un petit peu raide en termes d'amortissement. J'aimerais bien avoir une caméra 360. C'est pas une obligation, mais ça serait vraiment un plus. Des aides à la conduite qui soient performantes, validées par les youtubeurs que je suis, validées par moi si je peux essayer si j'ai pu essayer le véhicule, et je vais vous parler des véhicules juste après, restez bien. Également donc des sièges confortables avec plein de réglages, surtout au niveau du conducteur et de son passager, chauffant, si possible ventilé, un infodivertissement qui soit vraiment up to date, pas daté, avec des choses qui soient simples, claires, la possibilité pendant une pause de regarder un film, de jouer, ça serait vraiment chouette de conserver aussi ça, c'est ce qu'on a sur la Tesla, difficile de faire moins.
Une bonne sono, je cherche vraiment aussi à avoir un véhicule enfin avec une bonne sono. C'était un peu moyen sur la Tesla Model 3 propulsion, donc bon voilà, ça c'est important. Dans les critères beaucoup plus importants, je souhaite que le véhicule soit équipé d'une pompe à chaleur. Bon, je souhaiterais également que le véhicule soit ultra connecté et d'être sûr d'avoir des mises à jour régulières du véhicule, comme on l'a sur Tesla, des mises à jour qui vont dans le bon sens bien sûr. Over the air, donc OTA, ça c'est vraiment un critère important également. Sur les caractéristiques électriques, j'aimerais retrouver un mode one pedal si possible. C'est un tout, hein, le choix d'un véhicule, c'est pas forcément un critère. Voilà, il faut faire la balance entre tout ça. Il n'y a pas de véhicule idéal, donc on verra. Ensuite, en termes de tout ce qui concerne l'électrique, donc je souhaiterais un véhicule avec un fort freinage régénératif. J'adore cette possibilité-là de simplement freiner rien qu'en levant le pied et freiner assez fort, rien qu'avec le freinage régénératif sans être obligé de freiner fort avec la pédale de frein. Tout simplement parce que c'est un confort et puis c'est aussi une économie puisqu'on n'use pas les plaquettes. Un planificateur de trajet qui soit efficace, voilà, qui permette également de préchauffer la batterie à partir du moment où vous avez un arrêt recharge de programmé. Un véhicule si possible avec le V2L, je crois que ça commence à devenir la norme, donc ce serait dommage de ne pas en bénéficier. On est bon. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai étudié comme véhicule, puisque ça c'est quand même la question la plus importante à mon avis que vous vous posez. Bien évidemment, donc quand on parle de SUV électrique, aujourd'hui encore, on est forcément obligé de mettre dans le panier la Tesla Model Y, l'actuelle. Et en réfléchissant donc éventuellement à la modèle Y Refresh qui est annoncée, alors on parle de mai maintenant, alors, soit dit en passant j'avais perdu mon pari puisque j'avais indiqué qu'elle serait en commande, on pourrait la commander avant la fin 2024. Donc modèle Y à étudier en fonction de ce qu'on connaît, soit sur le modèle actuel, soit en intégrant ce qui est prévu dans le cadre d'une commande très tardive. Je vous rappelle que moi je dois rendre mon véhicule au mois de février. Autre véhicule que j'ai mis dans la balance et que j'ai essayé, donc le Ford Explorer électrique. Alors l'essai, je vous en parle tout de suite, un quart d'heure avec le commercial à côté de moi. On n'a fait que des petites routes urbaines, pas même de départementales qui roulent un petit peu. Certes, c'était un peu embouteillé ce jour-là dans la région, mais franchement, je le dis, quoi, c'est pas comme ça qu'on vend une voiture. Donc vous verrez si j'ai retenu le Ford Explorer donc au final. Mais bon voilà, l'essai n'était pas suffisant, malheureusement, voilà, donc je me suis beaucoup basé sur le papier. C'est pas gênant non plus parce que je connais les véhicules électriques, il y a plein d'essais. La Tesla Model 3, avant de l'acheter, je l'avais jamais essayé, donc ça serait pas la première fois que j'achète un véhicule sans l'essayer. Ça m'était arrivé avec la Model 3, donc bon, pourquoi pas. Dans l'étude, j'ai mis le Renault Scénic électrique, puisque, alors déjà à la base, avant la Model 3, j'avais une Renault Scénic, le Grand Scénic même, donc j'étais très satisfait. Malheureusement, là encore, il faut croire que je suis maudit. Le vendeur de chez Renault en fait, a essayé de m'appeler une ou deux fois. Moi aussi, une ou deux fois, on s'est croisés. Au final, et je ne vous mens pas, hein, c'est une ou deux fois, il n'a pas essayé plus. Au final, il m'a envoyé un SMS en me disant qu'il allait me renseigner par SMS. Bon, passons. Renault Villepinte. Xpeng G6, donc c'est un véhicule que j'ai essayé sur la chaîne, donc vous retrouverez la vidéo, je la mettrai peut-être en incrustation. On peut même d'ailleurs y aller, hein. Hop, je vous montre ça. Donc le Xpeng G6, c'est un véhicule que j'ai essayé, qui se dit en fait vraiment concurrent du modèle Y, donc le voici, hein, vous l'avez donc là où je mets la petite souris. Et c'est à domicile, hein, d'ailleurs, c'était vraiment très très intéressant. J'ai eu au moins le véhicule pendant 2-3 heures. J'avais quelqu'un à côté de moi, j'avais un essayeur pour la marque Xpeng qui était vraiment charmant, gentil et qui connaissait bien son métier et son véhicule. Donc c'était très, très intéressant. Vous retrouverez l'essai. Et puis la BYD Sea Lion 7 en toute fin, puisque j'ai pu l'essayer. Donc elle aussi, j'ai été invité par BYD pour la découvrir à Marseille lors de son lancement. Donc c'était début octobre, si je ne me
trompe pas. Donc voilà les véhicules en lice. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur les configurateurs de ces véhicules pour en parler un petit peu plus en profondeur. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à indiquer aussi votre préférence pour d'autres véhicules. Et j'ai pas du tout étudié les véhicules de chez Peugeot, car je n'aime pas. J'avoue que je n'aime pas l'intérieur, je me sens engoncé dans une Peugeot, je n'aime pas les intérieurs Peugeot, que ce soit en thermique ou en électrique. Voilà, donc c'est une question de goût. Alors, on va se rendre sur déjà la modèle Y. Bon, déjà, c'est vrai qu'on peut aller voir les dimensions. En gros, ce que vous avez comme dimension sur la modèle Y, c'est à peu près toujours les mêmes. On va être dans les mêmes eaux sur les autres véhicules. Je crois que le Scénic est un petit peu plus compact. En termes de modèle Y, je serais plutôt parti sur la modèle, grande autonomie propulsion. Il y a énormément de volume au niveau du coffre, etc. Donc, et tout de suite, on peut le dire, c'est le véhicule du test ou du comparatif qui possède le plus de capacité de chargement, jusqu'à 2158 litres en termes, quand vous rabaissez les sièges, donc ça c'est hyper sympa. Le 0 à 100 en 5 secondes 9. Voilà, en termes d'autonomie également, il est très intéressant, puisqu'avec les jantes 19 pouces, vous avez 600 km d'autonomie. C'est un des véhicules de ce comparatif qui possédera la plus grosse autonomie WLTP. Ça m'aurait bien plu de passer sur des jantes 20 pouces. On est à 565 km d'autonomie, donc on est bien au niveau de mes critères. En termes de puissance de recharge, là aussi c'est un véhicule qui est plutôt pas mal, puisqu'il est à 250 kW de recharge. Et on va prendre le grande autonomie propulsion. On nous l'annonce à 480 € par mois. Alors, je vais pas tenir compte des véhicules en promo, etc. Puisque moi, au moment où j'ai commencé mes comparatifs et au moment où j'ai fait mon choix, il n'y avait pas encore de promotion. Moi, je vais mettre un apport, 6000 d'apport. Voilà, sur une durée de... Alors, sur 48 mois, on serait à 592. 36 mois, on est à 598. On est dans une configuration avec aucune peinture, pas de jante 20 pouces. Voilà, maintenant, donc on connaît l'intérieur de la modèle Y. Alors, pour tout vous dire, je l'ai essayé. C'est pas gégène au niveau du confort. On est encore un peu plus raide que sur le modèle 3 que j'ai actuellement. Donc, bon, c'est pas vraiment le choix numéro 1 pour le confort. Par contre, on connaît l'infodivertissement, on connaît la puissance en fait du système embarqué de navigation, de planification. Voilà, les mises à jour qui se font de façon très régulière entre le moment où vous achetez votre véhicule, où il vous est livré, et le moment en fait où vous le rendez finalement quelques années plus tard. Ce n'est plus le même véhicule, il a énormément évolué. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour la modèle 3. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. En termes de réseau, alors c'est pas génial, bien sûr, mais bon, voilà, en région parisienne, on a la chance d'avoir quand même des centres. On a aussi la chance d'avoir des carrossiers qui soient agréés, puisque ça m'est arrivé quand même 2 fois de devoir aller faire des réparations. Et ça, c'est un petit peu la faiblesse, on dira, de Tesla, mais pour ma part, ça s'est toujours très très bien passé. En termes de puissance, il n'y a aucun problème. On a un véhicule qui est vraiment véloce. C'est le plus véloce de ce comparatif 5 secondes 9 pour le 0 à 100. Le problème, c'est qu'au niveau de son design, en fait, si le refresh sort au mois de mai, ou en tout cas dans les prochains mois, vous allez vite vous retrouver avec un véhicule qui sera un peu daté, et c'est un peu dommage, quoi. Ce qui est bien également chez Tesla, c'est son réseau donc de superchargeurs. Pas de problème, vous vous posez pas de questions. D'ailleurs, je me suis jamais posé de questions quand on prend la route avec ce véhicule, avec la modèle 3. Vous mettez à destination et il vous envoie au bon superchargeur, au bon moment, au bon endroit. Il tient compte des disponibilités, voilà, des bornes. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Bon, le petit défaut, c'est qu'il n'y a toujours pas de caméra, de 360. Bien sûr, et qu'il n'est pas sûr qu'il y en ait une sur le refresh, bien que on ait vu une caméra installée à l'avant sur certaines photos des modèles
en test actuellement. Si ça fait comme sur la Model 3 Highland, finalement il n'y avait pas de caméra à l'avant. Alors, il est beau hein, ce Renault Scénic E-Tech, moi j'aime beaucoup son design, je le trouve très très sympa. Il a la possibilité d'avoir une autonomie donc, de 625 km en WLTP, donc pas de problème de ce point de vue-là. On est sur une batterie NMC chez Renault. Voilà, avec un planificateur de trajet basé sur Google Automotive. Alors ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a un petit écran devant, je vous avais pas dit ça, c'est vrai que s'il y a possibilité de retrouver un écran devant le conducteur, je trouve que c'est un critère, c'est pas rédhibitoire, mais c'est un plus quand même. Parce que notamment avec la Tesla, quand vous regardez avec un peu trop d'assistance votre GPS, par exemple, hein, eh ben vous êtes puni. Il n'arrête pas de vous alerter là-dessus. Ça peut être une occasion de désactiver l'autopilote. Enfin bref, j'aimerais bien retrouver la possibilité d'avoir un écran devant sans être obligé de passer par de l'aftermarket, hein, tout simplement. Voilà, apparemment, au niveau des aides à la conduite, vu les essais que j'ai pu en voir, elles sont plutôt fiables. Donc voilà, sur le Scénic, pour avoir tout ce dont on a besoin sur ce véhicule-là par rapport à mes critères, il faut forcément passer sur le Scénic E-Tech, donc en 220 chevaux, grande autonomie, avec l'option à 1500 € du toit panoramique, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais on s'y fait au toit panoramique. Alors il est opacifiant, il est super, hein. Mais c'est 1500 € de plus. J'ai pas pris le système audio, tant pis, je fais une croix dessus. Et j'ai pris donc tout ce qui était aide à la conduite pour 1000 € supplémentaires. Donc voilà, on est sur un véhicule qui vaut 44 990 €. Sur l'offre de financement, on est à 421 € par mois, mais avec un premier loyer de 9000 €, donc déduit des 2000, enfin moins 2000 de bonus, ce qui fait 7000 € d'apport quand même. C'est pas ce que j'ai prévu. 4000, ça serait mon max. Et donc 37 mois. Par contre, on ne sait pas sur quel kilométrage. 30 000 km, donc ça fait 10 000 par an. Ok, moi j'ai besoin de à peu près 20 000 km par an. Voilà. On va faire une petite config du Ford Explorer. Alors c'est un beau véhicule, hein. Bon, il est affiché à 279 € par mois, c'est vraiment des conditions un peu particulières pour les avoir. 0 à 100 en 5 secondes 3, mais ça dépend en fait de la version, on regardera après. 602 km d'autonomie WLTP, ça c'est pas mal. Une recharge donc en 26 minutes, c'est pas ce qui se fait de mieux, donc c'est un 1080, ça j'imagine, on regardera, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Bon, là, on a deux versions, on a soit l'Explorer, soit le Premium, qui a en plus donc un système audio 10 haut-parleurs, un haillon main libre, un éclairage ambiant de série. Sinon le design il est vraiment sympa, je le trouve très très beau. En termes de dimension, on est sur les mêmes eaux hein, que tous les véhicules dont on parle aujourd'hui. Donc bon voilà, on peut aller voir peut-être plus bas si on l'a. Alors l'intérieur, bon, beaucoup de piano black quand même, pas mal de boutons. C'est vrai que je suis habitué à ne plus avoir de boutons physiques avec la Tesla, donc là je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Bon après c'est encore acceptable. Ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a un écran derrière le volant. J'aime pas moi la config avec une tablette verticale. Maintenant je pense que c'est comme tout, on doit s'y faire. Pour avoir essayé ce véhicule, je trouve que l'affichage comme ça est assez vieillot. Heureusement il est compatible Apple CarPlay, donc c'est sympathique. L'intérieur, ça dépend des finitions. Là, on nous montre une belle finition avec un cuir Nappa, je crois, qui est vraiment très très joli, mais c'est pas forcément accessible dans toutes les versions et donc le prix peut beaucoup changer. On a ici donc les différentes versions. Donc on a une version avec une batterie de 79 kWh pour 204 chevaux qui permet une autonomie de 544 km, c'est bien. Ici, on a une version, alors on est sur du propulsion, on est aussi avec une version propulsion, là, avec une batterie un tout petit peu plus petite, de 77 kWh, par contre plus puissante, avec un 1080, donc en 28 minutes, c'est un petit peu plus long, mais une autonomie un peu supérieure à 602 km. Et une version donc avec 4 roues motrices et la batterie de 79 kWh. On est sur
La version 77 kWh, 286 chevaux. Très bien. On est sur du full LED. On a des jantes 19 pouces. On a un siège conducteur massant. C'est parfait. Caméra de recul. Pas d'écran 360 de base. On est sur une consommation qui est faible en termes de consommation WLTP puisqu'on est sur 13,9 kWh au 100. Un 0 à 100 en 10,80 en 28 minutes, 602 km d'autonomie, donc c'est très bien. Par contre, une puissance de recharge un petit peu faiblarde quand même, 135 kW, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Loin de là, c'est même peut-être un peu une faiblesse. Alors, puissance maxi, 210 kW, 286 chevaux. Un volume de coffre, bon, acceptable, de 530 litres. 1460 litres avec les sièges rabattus. On va le configurer, donc on va rester en Explorer, tout simple. On est à 45 400 € avec cette version. On a son autonomie, 602 km, on reste là-dessus. L'intérieur, donc on est sur une sellerie mixte noir onyx. Ça a l'air d'être un cuir tissu. Pneus toute saison, non. Pack d'aide à la conduite, qu'est-ce qu'on aurait? Nous aurions l'Active Park Assist et la caméra 360. Voilà, ça c'est très bien. Maintien dans la voie et changement de voie automatisé. Affichage tête haute. Ah, l'affichage tête haute. Haillon main libre. Ça c'est une bonne option. On va la mettre. Allez, hop, on la prend. Pompe à chaleur. Tiens, il n'y a pas de pompe à chaleur en standard. Ça c'est rédhibitoire, faut la mettre. Alors, on est sur un prix de véhicule à 46 900 avec les options 49 850. Il vous faut une remise avantage client de 1500 €, ce qui donne un véhicule à 48 350 €. Alors, je vous propose maintenant d'aller donc sur le site d'Xpeng. Bon voilà, donc en termes de design, là après, c'est les goûts et les couleurs. On est sur un véhicule qui est un beau gabarit, donc c'est à peu près les mêmes dimensions que la modèle Y. Il est un peu plus lourd, il fait 2 tonnes, je crois, environ. Il est un peu plus rond, je le trouve un peu plus en rondeur par rapport au modèle Y. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce design, comme disent les jeunes, je kiffe. Ce qui fait sa différence par rapport à tous les autres du test, c'est sa vitesse de recharge élevée. On est sur 280 kWh, 280 kW, pardon. Donc grâce à une architecture 800 volts, même si elle a été mesurée à plutôt 600, un peu plus de 600 volts, on est sur des vitesses de recharge qui permettent de faire un 10-80% en moins de 20 minutes. On est sur un très bel intérieur. Je vous verrai, je vous mettrai le lien de la vidéo essai que j'avais pu réaliser. On est sur un bel espace intérieur. Ce qui choque en fait en rentrant dans le véhicule, c'est que c'est hyper confortable. Les sièges qu'ils appellent sièges un peu nuages, vraiment sont hyper doux, vraiment très très confort et très quali. Donc vraiment belle finition. Les plastiques durs, ils sont cantonnés en bas de porte. Il y en a très très peu. Et donc bon voilà, siège chauffant et ventilé à l'avant, chauffant à l'arrière. Belle console centrale. Tout ce qui va concerner l'infodivertissement est similaire à Tesla. On n'est pas loin vraiment d'être sur Tesla. D'ailleurs, ils s'en sont vraiment inspirés, et tant mieux, parce que il faut s'inspirer de ce qui marche bien. La différence par rapport à Tesla, c'est que vous avez un écran aussi devant le conducteur, donc ça c'est cool, qui reprend bien toutes les informations dont on a besoin. On n'a pas de HUD, mais on a cet écran là qui est vraiment bien, avec peut-être la possibilité d'afficher aussi votre GPS, les consos, voilà, c'est vraiment chouette. Un super système audio, donc 960 watts répartis sur 18 haut-parleurs avec de bonnes basses, ça c'est chouette. 2 chargeurs sans fil 50 watts avec un système de ventilation pour pas qu'il chauffe. Voilà, c'est un véhicule qui est vraiment toute option, il n'y a pas d'option. La seule option, c'est le crochet d'attelage. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite de présentation de ce véhicule lors de mon essai pour vraiment avoir tous les détails. Mais vraiment, ce véhicule coche beaucoup de cases. Par contre, il ne coche pas une case, c'est qu'il n'y a pas de frunk à l'avant. Ça, c'est sûr que ceux qui veulent un frunk seront déçus. Il y a la possibilité d'installer un frunk en aftermarket.
mais c'est pas du standard. Donc voilà, ça c'est vraiment très dommage sur ce véhicule. Parmi les constructeurs aujourd'hui qui se disent vraiment technologiques, Xpeng c'est vraiment celui pour moi, enfin, deux choses. Un, qui a des chances de rester en place. Vous savez, il y a une concurrence énorme donc sur le marché chinois. Il va y avoir de la casse, il va y avoir des constructeurs qui ne survivront pas. Ils ont 3-4 modèles vraiment qui marchent bien, dont la Mona M03 qui se vend comme des petits pains là-bas en Chine, qui défie toute concurrence. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté aussi sur la chaîne. Le jour où elle arrive ici, ça va faire un carton. La P7, la P7 Plus, vraiment, c'est des véhicules qui sont géniaux. La G9 également qui marche bien. Et Xpeng, en fait, c'est un peu vraiment le copier-coller de Tesla. Avec, ils maîtrisent tout de A à Z, à part la batterie. Mais autrement, tous les développements de l'OS, c'est du Xpeng. Et eh bien, ça permet donc au véhicule, là aussi, d'être évolutif et vraiment d'être performant dans tout ce qui va être aide à la conduite, que j'ai beaucoup apprécié, même si on n'est pas encore tout à fait au niveau de Tesla. Le mode Sentinelle arrive dans la mise à jour qui est prévue là dans les prochains jours a priori, donc ça c'est aussi un plus. Ça c'est vraiment un plus d'ailleurs, le mode Sentinelle, maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas mis dans les critères, mais vous voyez, ça c'est vraiment des plus. On n'y pense pas parce qu'on l'a en fait quand on a une Tesla, mais ça c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est vraiment la start-up la plus technologique et surtout la plus financièrement saine à ce jour. Le modèle qui m'intéresse, c'est la version RWD Long Range qui disposera d'une autonomie de 570 km. On est sur une batterie de 87,5 kWh net, plateforme CEPA 800 volts, type de batterie, je ne l'ai pas dit, NMC, pardon. Un couple donc acceptable de 440 Nm. Vous ferez le 0 à 100 avec ce véhicule en 6 secondes 7. Bon, ils ont mis 6 secondes 2 là, mais je suis surpris parce qu'en fait partout ailleurs c'est 6 secondes 7. Donc ça doit être une erreur. Voilà, une consommation raisonnable de 17,5 kWh au 100 WLTP. Charge, donc puissance de recharge, donc comme je le disais, 280 kW. 10-80% réalisé en moins de 20 minutes. Ça, c'est vraiment de cette comparaison qu'on est en train de faire, c'est la plus performante à ce niveau-là. En courant alternatif, on est sur du 11 kW à la maison, possible. Elle dispose du V2L, ça c'est pas mal, vous pouvez recharger donc un équipement avec. Une pompe à chaleur en standard. Le X-Pilote, donc ça c'est l'autopilote Tesla qui fonctionne bien, mais comme je vous dis, qui n'arrive pas encore totalement à égaler Tesla. J'ai cru voir en fait qu'il y avait des ralentissements en fait dans les courbes, même sur autoroute, donc qui peuvent être compensés à la pédale, mais c'est pas vraiment l'idéal. On n'a pas, ah oui, le gros manque, on n'a pas de full one pedal sur ce modèle. Au max, avec le mode X-Pedal, vous arriverez à descendre à 2 km/h. Par contre, il faudra finir en appuyant sur le frein. C'est pas le must, voilà. Par contre, un bon freinage régénératif, ça, mon test me l'avait vraiment prouvé. Voilà, toutes les aides à la conduite sont là. On a un bon processeur, donc qui fait que c'est ultra fluide au niveau de l'écran d'infodivertissement. Voilà, vous avez tout, hein. Vous avez la même chose que Tesla, je vais pas rentrer dans le détail. Ce que vous avez en plus de Tesla, c'est la caméra 360, c'est les dépassements donc automatiques type EAP, donc sans avoir à rajouter d'options à 3800 € comme chez Tesla. Voilà, donc ça c'est ultra intéressant. Vous êtes sur des jantes 20 pouces chaussées donc en pneus Michelin, donc on est vraiment sur de la bonne qualité de pneumatique, c'est important aussi. C'est un véhicule propulsion, je ne sais plus si je l'ai dit. Apple CarPlay, différence aussi par rapport à Tesla, Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Un peu moins de capacité donc en termes de coffre puisqu'il fait 570 litres, siège en place. D'ailleurs, les sièges, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les incliner. Donc les passagers à l'arrière peuvent incliner leur siège vers l'arrière ou le mettre bien droit. Donc ça, c'est top aussi en termes de confort pour les longs trajets. En termes de prix,
pour une peinture, alors si vous voulez pas être sur du blanc, hop, vous prenez une option, par exemple celle-ci, 800 € de plus. C'est à peu près tout ce que vous allez pouvoir prendre en option, puisque voilà, même l'intérieur gris diamant, donc c'est presque blanc, n'est pas une option. Vous pouvez l'avoir également en noir. La seule option finalement, c'est le crochet d'attelage dont je ne me sers pas. Donc ça fait un véhicule à 47 990 €, pas éligible au bonus. Alors je crois qu'on ne peut pas faire le calcul, donc le financement avec leur appli, pour un apport de 4000, enfin sur ce véhicule-là, hein, tel qu'il est comme ça, avec un apport de 4000 €, vous êtes sous les 500 € de mensualité pour 4 ans de LOA. On va maintenant aller voir la BYD Sea Lion 7. Si vous êtes un féru de la chaîne, vous avez vu l'essai que j'en ai fait, vous savez ce que j'en pense. Très très beau véhicule, magnifique, aussi bien, enfin pour moi, hein, les goûts et les couleurs, après ça se discute, à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur c'est encore plus flagrant, on a vraiment le sentiment d'être dans du luxe. C'est au-dessus même, je pense, du Xpeng G6 qui est dans le comparatif que je fais là, je dirais classé numéro 2 en termes de confort à l'intérieur, je trouve. Maintenant, en termes de prix, on n'est pas sur le même prix tout simplement. Est-ce qu'on le compare vraiment? Je l'ai mis dans le comparatif parce que je l'ai essayé et je le trouve vraiment magnifique. Maintenant, voilà, on est sur une gamme supérieure selon moi en termes de confort, en termes de design intérieur, en termes de finition. On est là sur du premium plus. Les sièges sont magnifiques. Un coffre qui n'est pas forcément le plus important de la catégorie, alors que le véhicule c'est le plus gros, c'est le plus lourd, 2 tonnes 4 je crois en fonction de la version. Je trouve que l'infodivertissement, l'OS fait un peu daté, même si les aides à la conduite sont très efficaces, et c'est ce qu'il y a de plus important finalement, mais je le trouve un peu daté. Je trouve qu'on ne peut pas personnaliser vraiment l'expérience très très loin. En tout cas, j'ai peut-être pas bien exploré, hein, vous allez me dire, les menus, mais je le trouve un peu plus daté. Ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que, alors on n'a pas de mode one pedal, ça c'est clair, net et précis, mais surtout on a un freinage régénératif qui est vraiment très très faible. Très faible. Alors donc le site est un peu en rade là pour faire une config, donc c'est pareil, je vais vous dire ce que ça donne en termes de prix. Vous avez 3 finitions: confort, design, excellence. La design et l'excellence sont des versions 4 roues motrices. Les 2 premières versions, donc confort et design, sont dotées d'une batterie de 82,5 kWh, alors que l'excellence est équipée d'une version de batterie à 91,3 kWh. Alors avec la BYD Sea Lion 7, la version confort présente une autonomie de 482 km. Je ne peux pas la conserver, je veux une autonomie WLTP de plus de 500. La version design, 4 roues motrices avec la même batterie, vous vous doutez bien qu'elle permet de faire moins de kilomètres que la version propulsion, 456 km seulement. Et donc il faut passer en version excellence pour passer limite les 502 km d'autonomie WLTP. Donc, en termes de puissance de recharge, on sera sur un 1080 à 24 minutes grâce à une puissance de charge CC de 230 kW. Voilà, c'est pas foufou quand même, hein. C'est pas foufou, c'est pas génial. Leur site ne fonctionnant pas bien, je suis obligé d'aller sur l'Argus pour aller voir le prix de la BYD Sea Lion 7, mais c'est pas grave. Donc vous l'avez là, donc en version excellence, la seule qui dispose d'une autonomie supérieure à 500 km. On est à 56 490 €. Bon, je fais pas le calcul, ça sert à rien. On est hors budget, donc c'est la seule là que vous allez pouvoir écarter de vos pronostics. Voilà les amis, donc c'est la conclusion. Vous avez mes critères, vous avez les 5 véhicules que j'ai étudiés, même si on l'a vu ensemble, vous pouvez écarter donc la BYD Sea Lion 7. Le modèle Y reste une référence. Le modèle Y Juniper n'arrivera, je pense, pas à temps. Et j'ai bien fait finalement de faire mon choix avant l'arrivée de ce modèle Y Juniper, qui semble-t-il sera pas là avant mars-avril, donc qui arrivera trop tard pour le remplacement de ma voiture.
Et par contre, le modèle Y actuel reste bien entendu une référence avec des avantages, des inconvénients. Les deux autres, donc Xpeng G6, Ford Explorer et Scenic, pardon, les trois autres, sont aussi des véhicules qui présentent des avantages, des inconvénients. En termes de prix, tout peut rentrer dans mon budget en modulant la durée, en modulant l'apport, donc tout peut rentrer, donc c'est pas vraiment un problème. Et pour ce qui est des caractéristiques, ils ont tous leurs plus et leurs moins. Voilà. Est-ce que donc je suis resté figé à mes critères? Est-ce qu'il n'y a pas des critères que je pensais être rédhibitoires, que finalement j'ai un peu atténué au regard des autres avantages d'un de ces véhicules? La réponse est sans doute oui. Et ça, je vous laisserai le découvrir dans la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires, j'attends vos réflexions, j'attends vos critères, j'attends vos choix. À très bientôt. Et d'ailleurs, on se retrouve en 2025. Ciao!